C'est bizarre que les enfants de Rabban Gamliel, ils ne connaissaient pas la halakha de leur père. Là, parce que ceux-là, ils sont. C'est la liste complète, exhaustive. Mais c'est un exemple, c'est pourquoi tu me dis tout. Me dis pas tout, dis-moi. Hein. Gemara, elle aurait voulu rajouter un autre exemple. Pourquoi? Du fait que cet exemple n'est pas mis, elle a l'air de penser que s'il n'est pas mis, il n'est pas inclus dans le col. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Juste, il ne mentionne pas le Korban de Pessah. Il ne mentionne pas le Korban de Pessah, et c'est très compliqué, parce que c'est une Mishnah qui dit que le Korban de Pessah, il est oui. Pourquoi elle dit que non, notre Mishnah? Parce que, explique, attends, juste bien ça. Pourquoi notre Mishnah elle dit que non? On est d'accord que ce qu'elle dit la Gemara, c'est que notre Mishnah elle dit que non. Pourquoi est-ce qu'elle dit que non? Comment elle dit que non la Gemara? Peut-être que le Rominou, c'est sur... Comment elle dit que non, Mechila? Comment elle dit que non? Ça veut dire que ça marche pas ce que j'ai dit. C'est marqué Veilou Achilat Psachim Lo Katane. T'écoutes pas, toi. Non, mais j'essaie de. Il est dans son train d'esprit. Il veut être plus intelligent tout le monde. Non, Psachim, c'est jusqu'au matin. La Gemara elle dit On dit déjà dans les mots, non? Veilou Achilat Psachim Lo Ktane. Et pourtant, notre Mishnah, elle m'a donné la liste de toutes les choses qui sont en fait, qui sont en fait jusqu'à le Moud HaShachar. Et ils l'ont pas mis dedans. Donc sous-entendu que c'est oui jusqu'à Hatzot après notre Mishnah. Notre Mishnah, elle s'entend que c'est jusqu'à Hatzot. Et l'autre Mishnah, elle s'entend que c'est le Moud HaShachar. Donc c'est une correction. Non, mais non. Si jamais c'était ce que tu dis, il y a marqué Kriyat Shema dans la Braïta qu'on a ramené, donc il aurait ramené le Rominou sur la Kriyat Shema qui est écrit Meforash. C'est impossible ça. Deuxième question. Pourquoi? Regarde. Recommence ce que tu as dit toi. Moi je sais que ça marche pas, sinon Je peux essayer ou pas? On en comprend que Korban Pessah, c'est jusqu'à Hatzot. Il y a fait Méod. Comme tous les autres. Ça, c'est ce qu'on a compris. Mais non. Pourquoi? En tout cas, c'est Qui ce c'est qu'on a qui dit compris. jusqu'à Hatzot? Parce que tu as l'exemple de toutes les choses qui sont en fait jusqu'à Moud HaShachar. Mais il a marre les règles de Hatzot et pas à la première garde et pas à 7h du matin. C'est pas ça, mais là j'ai tout. Là où il y a marqué Hatzot, c'est jusqu'à Moud HaShachar. Psachim et pas seulement jusqu'à Hatzot. Pour bien dire que Bdiavad, on peut faire jusqu'à Moud HaShachar. C'est ça que vient nous apporter l'autre Mishnah. Mais on mentionne pas là-bas Hatzot dans Psachim. Véréminou, c'est pas un tour de pouce. Véréminou, c'est un coup de massue. Véréminou, c'est un coup de massue ce que tu dis? Oui, quand même. Parce que non, c'est un coup de massue. Un coup de massue gentil. Gentil, t'es trop doux. Au moins on est d'accord d'avoir compris. C'est bien, on s'est tous mis d'accord à la fin. Baruch Hashem. Mais on n'a pas compris complètement. Non, parce qu'une fois que t'as compris, t'as pas compris. Maintenant, on a compris la question. Quand t'as on pas va compris, chercher tu la veux dire réponse. que t'as compris en fait. Mais une fois que t'as compris, tu sais que t'as pas compris. Hashem. Vous avez compris ou pas compris? Avant la Shoah, il y avait 18 millions de juifs dans le monde. Au sortir de la Shoah, il y a 12 millions de juifs. Combien de juifs se trouvaient en Israël en 1948? 600 000. Ça, 5% de la population juive mondiale était en Israël. 95% en dehors d'Israël. 71 ans plus tard, l'État d'Israël a 9 millions d'habitants, dont 6 700 000 juifs, 2 millions d'arabes et 500 000, 300 000, 400 000 qui ne sont ni arabes ni juifs, autres. Or, la population juive mondiale n'a quasiment pas évolué. Elle est à 12-13 millions. En 2025, il y aura 50% de la population mondiale qui sera en Israël. Or, c'est un phénomène radical. Il faut comprendre qu'il y avait 5% de la population juive mondiale ici en 48, 71 ans plus tard, cette population a décuplé. Elle est à 47%. Et ce qui veut dire que la population juive en dehors d'Israël est passée de 95% à 53%. Et c'est ça le chiffre important. C'est-à-dire qu'on a assisté, après la Shoah, à une perte de plus de 4 millions ou 5 millions de juifs, sans massacre, mais par assimilation. Et par le fait que, et c'est ça le point massif aussi qu'il y a en Israël, d'une vitalité démographique étonnante. Il y a 2% de croissance de la population annuelle.
Et là-dedans, c'est 90%, c'est une population de naissance, c'est des naissances. L'immigration ne dépasse pas les 30 000 personnes par an. Donc il y a plus de 150 000 naissances dans le pays, ce qui fait qu'on a 3,1, 3,2 enfants par femme. Et ce chiffre est maintenant comparable à la population arabe et juive. Ça, aujourd'hui, la problématique de dire, du point de vue de toutes les théories politiques, de dire qu'Israël va être submergé par la population arabe, ne tient plus. Ça, aujourd'hui, la population juive a une croissance qui est la même que celle de la population arabe. La population arabe a vu sa croissance diminuer avec le niveau de vie, et la population juive a vu son niveau de vie aussi augmenter, et elle a augmenté. C'est le phénomène massif auquel on assiste, que le centre juif mondial s'est déplacé de Galoute en Israël. On se dit toujours, un jour j'aimerais bien partir, tout claquer et partir dans un autre pays. On l'entend souvent et très peu le font. Alors je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment peut-être de partir de Paris et de tenter une nouvelle aventure, tourner une page toute blanche et de pouvoir l'écrire. Voilà. Il y avait plusieurs choses qui sont finalement relativement banales, entre guillemets, mais qui faisaient que, oui, par exemple, mon nom c'est Nathan. Donc ça s'écrit N-A-T-H-A-N, et donc évidemment tout le monde a toujours appelé Nathan. Et toute ma vie, j'ai toujours eu à me battre à chaque 1er septembre à la rentrée pour que les profs m'appellent Nathan et pas Nathan. Ça en devenait une blague dans la classe, c'est-à-dire on change de classe, toute la classe me connaissait, les nouveaux profs arrivent, on l'appelle et tout le monde sait que Nathan va faire sa crise et va demander qu'on l'appelle Nathan. Et en arrivant en Israël, oui, tu t'appelles Nathan, normal quoi. Et c'est enfin, bon, c'est un petit détail, hein, mais le fait que tout le monde, par exemple pendant l'intifada, qui était quand moi j'étais au lycée, la deuxième intifada, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvé à devoir expliquer, notamment le fait que en France les gens ne comprennent pas cette dualité de peuple et religion, et tout le monde me demandait mais je comprends pas, les chrétiens n'ont pas besoin d'un État, pourquoi est-ce que les juifs ont besoin d'un État? Ça c'est dans le côté soft, jusqu'au côté plus difficile où j'arrive des fois le matin et on me demande mais pourquoi est-ce que vous tuez des enfants tout le temps? Donc il faut expliquer. Oui, les gens ont très vite compris qu'il valait mieux pas me parler de ça. Parce que quand quelqu'un disait quelque chose comme ça, il était obligé de subir 2 heures d'explication. Donc, Calmement non. Donc, au bout de quelques mois, les gens ont compris. Qu'est-ce que vous leur disiez, par exemple? Bah, j'expliquais du début à la fin que parce qu'en vrai, en France, je ne suis pas sûr que les gens sont conscients de la légitimité de la présence du peuple juif en Israël. Et donc, c'était la première chose qui était compliquée, c'était de faire comprendre aux gens qu'il y a un peuple juif. Donc, à partir du moment où on comprend qu'il y a un peuple juif qui a une légitimité du peuple juif d'être en Israël, et qu'il y a un problème de 2 peuples qui ont la même légitimité sur la même terre, on comprend que c'est un tout petit peu plus compliqué que la colonisation des Français en Algérie. Ça devenait de moins en moins, je dirais, intéressant de vivre en France entre l'islamisme développé, qui se développe de plus en plus, et le Front National qui se développe également de plus en plus. Une espèce d'étau qui se resserre sur les Juifs, qu'ils soient communautaires ou pas, je ne suis pas communautaire, mais c'est un étau qui se resserre, que l'on ressent pas physiquement au quotidien, mais on ressent bien en termes d'ambiancement et je dirais d'intérêt de vivre là. On travaillait beaucoup, on gagne bien sa vie, mais on n'en pouvait plus. Et là, j'ai revu, je suis revenu en France la semaine dernière. J'ai des amis qui ont de très bonnes situations, qui n'en peuvent plus, ils ne sont pas juifs, mais ils n'en peuvent plus de vivre à cause des mentalités qui se développent, les perversités qui se développent, les relations entre les êtres humains qui existent font que les gens sont usés, entre guillemets, et on était usés également. Et ici, c'est autre chose, ça ne veut pas dire que c'est génial, mais c'est plus intéressant parce que ici, on est plus responsable de ses actes. Et les gens font plus, le souci de l'autre est plus important. Même si c'est pas parfait, c'est pas le souci, c'est pas l'idée du paradis sur terre, c'est l'idée plutôt de responsabilité de chacun. Et ça, c'est important pour nous. Il faut surtout pas faire son alia parce qu'il y a des choses qui vont pas à l'extérieur de vous.
Parce que, en fait, je pense souvent que les choses qui ne vont pas, en général, elles ne durent pas. Tout est temporaire. Donc, en fait, si vous prenez une décision parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui ne va pas, le jour où ça va disparaître et ça va aller, vous allez vous retrouver à Ranana, sous les orangers, et vous allez vous dire, mais en fait, j'étais bien à Paris. J'avais le musée, l'opéra, le métro, la carrière, l'école qui finit à 18h, les congés payés, 5 semaines de vacances. Je gagnais bien ma vie, mais qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère? Je peux dire que je vivais avec une dualité liée à mon identité juive. C'est-à-dire toujours cette idée d'une double allégeance, d'un problème identitaire entre être juif, être français. Et jusqu'aux années 2000, je pense que cette dualité, je la vivais bien. J'étais français et de manière privée, intime, j'étais juif et ça se passait bien. À partir des années 2000, donc l'intifada, seconde intifada et la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, plus tout cet antisionisme latent qu'on voit dans la presse et puis chez les collègues de bureau et puis même chez des amis, etc. Tout ça, cette dualité a commencé à devenir très forte. Il y avait une contradiction en fait entre le fait d'être un Français épanoui et le fait d'être un Juif épanoui et fier. Depuis la création d'Israël, je pense que cette dualité est là en fait, puisqu'il y a un mouvement national auquel tous les Juifs de diaspora sont conviés à participer. Donc forcément, pour tout Juif de diaspora, il y a la question qui vient. Rester là où il est né, là où ses parents sont venus, pour moi du Maroc, ou alors aller rejoindre le mouvement national juif. J'étais déjà sioniste même avant les années 2000, donc la question devait être là. Mais finalement, sans cette pression extérieure, cette question restait en sommeil. Comment ça elle se vivait bien. manifestait cette pression? On va en dire un mot. Après les années 2000. Oui. Alors c'est 1001 petites on va dire harcèlement du quotidien par les collègues de bureau, où ils vous considèrent comme ambassadeur de l'État d'Israël et qu'ils vous demandent de justifier en fait ce qui a été fait la veille par votre Premier ministre ou votre gouvernement. Et là, vous sentez immédiatement, enfin vous sentez très mal en fait, vous sentez très mal. À la fois, vous avez envie de dire, mais je ne suis pas l'ambassadeur d'Israël, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, je suis français, mais naturellement, vous l'êtes en fait, vous l'êtes. Et ils ont raison, d'une certaine manière. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour dire pour reconnaître qu'ils avaient raison. C'est que quand j'ai fait l'ALIA, finalement, j'ai lâché, j'ai dit, en fait, ils ont raison. Je suis effectivement pris dans cette dualité. Quand je suis face à eux, je suis effectivement l'ambassadeur d'Israël. Je ne suis pas n'importe quel citoyen français. Je ne peux pas jouer la carte du citoyen français lambda. Ce n'est pas honnête, finalement. Et ils l'ont perçu. Donc, finalement, ils ont été même plus perspicaces que moi. Ils ont compris les choses avant moi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je les maudissais. Aujourd'hui, je les en remercie. C'est-à-dire que finalement, ça a accéléré le processus. Tout est pour le mieux. Tout est dans l'ordre des choses, finalement. Donc voilà comment j'ai vécu tout ça. Ça a été une lente prise de conscience. Dans un premier temps, vous vous révoltez, vous vous battez. J'ai créé une association Allons Enfants. Ça vous donne l'idée, citoyenne, transculture, avec des Français d'origine maghrébine, des chrétiennes, etc. Donc vous avez cette envie-là de citoyenneté, et puis progressivement, en fait, les illusions, les rêves, etc. Disparaissent. Vous voyez que tous les combats sont vains, que la dualité reste et qu'elle est plus forte que jamais. Et puis il y a Ilan Halimi, et puis il y a Ozar Torah, et l'école à Toulouse, Mohamed Merah, et puis ensuite il y a l'hypercacher. Bon, là, à ce moment-là, au moment de l'hypercacher, la décision venait d'être prise déjà qu'on ferait l'ALIA. Ça a venu un petit peu conforter. Et à l'été 2015, nous l'avons fait. Mon mari ne voulait visiter aucun appartement avec moi. Et je lui ai dit, mais on est obligé. Et là, je veux dire, on est arrivé dans cet appartement, on était 3, aujourd'hui on est 5. Donc il faut qu'on parte, donc viens avec moi. Et il m'a dit, non, je veux pas. Je veux pas recommencer un nouveau cycle de vie, redéménager dans un nouvel appartement à Paris. En creusant cette histoire de je veux pas, je l'ai fait parler et je lui ai dit, mais alors tu veux quoi ? Et il m'a dit, je veux faire le grand déménagement. Alors au début, j'ai pas compris. Je dis, tu veux quitter Paris ? Tu veux aller à Aix-en-Provence ? Et il m'a regardé d'un air, tu fais semblant de pas comprendre. Je lui ai dit, mais quoi, tu veux partir où ? Et il m'a dit, ça y est,
on a perdu pas mal de temps, il va falloir qu'on soit courageux et qu'on fasse ce pourquoi on est programmé en gros. Et il n'y avait pas de possibilité de discuter. Je me souviens qu'il y avait aussi, à cette époque-là, beaucoup de cycles de conférences organisés dans les mairies pour parler d'Israël, pour parler de la guerre d'occupation d'Israël, entre guillemets. Et donc, quand on allait dans... Moi, j'ai participé, j'allais, parce que j'aime débattre, et Israël, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me rendais dans ces débats pour débattre, pour écouter, pour débattre. Et c'était toujours la même chose. On voyait des gens, des tables rondes où il y avait que des gens qui tapaient sur Israël. Et il n'y avait pas de contradiction. Et quand on amenait la contradiction, quand je prenais la parole, ça réveillait une violence inimaginable. J'ai failli me faire taper, quoi. C'est-à-dire, c'était d'une violence. On m'a fait taire, on m'a... voilà. Il y a des personnes que je connaissais dans la salle, que je connaissais, des personnes que je côtoyais, qui ont coupé les ponts avec moi, qui m'ont déclaré persona non grata dans leur cercle d'amis dont je faisais partie. Enfin, c'était... il y a eu... Voilà, c'était des choses quotidiennes en fait, je dirais, des choses, des expériences quotidiennes à cette époque qui faisaient vivre à quel point la position juive et la position d'Israël n'avaient pas leur place. Cette idée, cette intention, pour moi, elle est là depuis toujours. Elle est là dans mon projet de vie, elle est là presque dans mon quotidien. Donc je n'ai pas fait un jour le choix de. Pour moi, c'est le prolongement de ma vie. J'ai grandi à Marseille, j'ai vécu en France, à Marseille et ensuite à Paris jusqu'à il y a 5 ans. Mais pour moi, c'était la suite du chemin. Ce qui me semble comme une évidence, c'est que j'étais en chemin pour. Et en même temps, je dois dire que toutes ces années vécues en France, d'abord à Marseille, où je suis c'est une ville à laquelle je suis très attachée, pardon. Vous voyez, ça fait remonter des émotions quand je parle de Marseille. Et puis ensuite à Paris, où j'ai aussi découvert une autre manière de vivre la France. Toutes ces années-là, j'étais complètement implantée dans ces villes-là, dans ce pays-là, dans ce que je faisais. Donc, comment expliquer ce double sentiment? Je ne saurais le faire, mais pour moi, c'était une évidence. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je peux mieux comprendre le sens que ça avait. Et je sais aussi qu'on peut vivre ces deux dimensions en même temps, sans avoir le sentiment ni de trahir l'une ni de trahir l'autre, et de les apprécier, de les aimer tout autant. Encore une fois, c'est un processus qui a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain, mais je me rappelle quand même, quand je devais m'inscrire pour APB, donc c'est les inscriptions post-bac. Donc j'étais là en train de noter les universités dans lesquelles je pourrais être intéressé, et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas commencer là-bas? Est-ce que ça va te convenir? Est-ce que c'est ça que tu as envie de faire de ta vie? Tu n'as pas envie de faire quelque chose de plus, tu n'as pas envie de donner pour quelque chose de plus grand que toi. Et c'est vrai que venir en Israël, pour moi, c'était vraiment pouvoir donner et me mettre au service de quelque chose qui est plus grand que moi. Jusqu'à la guerre des 6 jours, les Juifs de par le monde se considéraient comme étant l'exil, la diaspora de l'État juif détruit par les Romains en 70 dans la culture générale. En réalité, c'était en 68. Ils se considéraient donc comme la diaspora de l'État détruit par les Romains il y a 2000 ans. Et puis avec la guerre des 6 jours, nous prenons soudain conscience d'être la diaspora de l'État d'Israël contemporain. Il y a une mutation d'identité qui se produit là, dans la manière dont on a conscience de soi-même. Parce que d'un seul coup, on est projeté d'un visage passéiste dans l'actualité immédiate. D'où aussi la question qui est beaucoup plus critique de ce moment-là, de la régularisation de cette identité. Tant que j'étais en exil, j'étais en exil.
L'exil, c'est ailleurs que chez soi. Mais lorsque l'exil prend fin et que je ne rentre pas chez moi, qui suis-je? Eh ben, disons que la foi et l'élan vers Israël, je l'ai découvert en arrivant ici. Personnellement, une histoire personnelle qui faisait que j'avais envie de partir à l'aventure et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à l'aventure. Mais pour moi, c'était aller à la découverte de quelque chose qui était pour moi un mystère. Mon identité juive était un mystère. Ma famille était une famille algérienne, très assimilée, pas du tout en lien ni avec la tradition juive, ni avec Israël. Et quelque chose a commencé à me travailler au moment de la bar mitzvah et au moment où il y a eu la série Holocauste. Moi, juif d'Algérie, qui me trouve confronté à une histoire qui m'émeut, j'ai 12 ans, et les questions commencent à me travailler. Et les questions de mon identité me travaillent à ce moment-là. Et à 16 ans, dans un moment où j'en ai un peu marre de ce qui se passe, je prends mes clics et mes claques et je pars au lycée français à Jérusalem. Et je découvre ce pays, et je découvre mon identité, et je découvre ce qu'est le judaïsme à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose qui précède, mais c'est quelque chose vers lequel je vais, parce qu'il y a un mystère que je veux lever. Voilà. Je l'ai décidé peut-être 3 ou 4 mois avant. Je venais de passer mon bac, j'étais à l'ENIO, l'école que dirigeait M. Lévinas, et puis je me préparais à me présenter à des écoles préparatoires ou à l'université, et puis d'un coup j'ai eu un déclic où je me suis dit pourquoi pas Israël maintenant. C'est-à-dire si vous m'aviez demandé où est-ce que j'allais passer le restant de mes jours, je vous aurais dit évidemment Israël. Mais à cette époque en tout cas il y avait une grande inertie, voilà, on ne pensait pas, c'était pas d'actualité, je dirais même dans les écoles juives, ou dans cette école juive en particulier, c'était pas un sujet qui était vraiment d'actualité, de penser à venir en Israël. Et puis moi j'ai eu comme un éclair, une révélation si vous voulez, sur le mot. Je me souviens d'un instant précis dans la bibliothèque de l'Igno où j'ai dit mais pourquoi pas maintenant? Et puis ce pourquoi pas maintenant est devenu quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, est devenu, comme dirait Georgie Ansel, une décision. Ce qui a été déterminant pour moi, c'est de rencontrer des amis un peu éloignés à la synagogue le jour de Kippour. Et j'ai vu ce couple, et lui, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et je lui ai dit, mais salut Charlie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement heureux. Il me dit, ben ça y est, on est installé en Israël. Et ça m'a servi de miroir et de douche froide en me disant, mais attends, mais Brigitte, qu'est-ce que tu attends? T'en es là, t'as fini de travailler, tes enfants sont grands, ils sont partis du foyer, ben vas-y aussi. Et quelques mois plus tard, je me suis installée. La décision s'est prise en 2 temps. Le premier temps, c'est que j'ai lu un article dans un journal du Médif qui disait le temps que vous lisiez cet article, il sera trop tard pour faire reconnaître vos diplômes. Et j'ai donc dit, ah ben, je vais faire immédiatement reconnaître mon diplôme de médecine. Et on est monté dans les semaines qui ont suivi à Shavuot ici, je suis allée directement pour faire reconnaître le diplôme de médecine, et ils m'ont dit, vous êtes israélienne? Alors je tombais des nues. J'ai dit, ben non. Alors ils m'ont dit, ben, pour être médecin ici, il faut être israélien. J'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais devenir israélienne. Et dans ce même 4 jours qu'on a passé ici en Israël, entre Shavuot et les 3 jours avant ou 2 jours après, je ne me souviens plus exactement, je suis devenue israélienne. C'était très facile à l'époque. J'avais la ketouba de ma mère. J'ai abandonné mes enfants, entre guillemets, parce qu'ils m'ont dit, mais vous montez sans vos enfants. J'ai dit oui. J'ai juste écrit une lettre disant que mon mari garderait les enfants en France et que moi je montais. C'était vraiment surréaliste. Et je suis devenue israélienne. Quand on est revenu 6 semaines plus tard, dans la boîte aux lettres de la maison que nous avions, il y avait ma théoudat Olé, orange, le passeport orange. Et ensuite, quand mon mari a vu ça, il a été jaloux et on est allé au Misrad à Pnim également. Et également en 1 heure, il est devenu israélien. En 1957, j'ai fait mon premier voyage en Israël. C'était l'année avant ma bar mitzvah. C'était dans le cadre d'une organisation qui s'appelait la Aliyat HaNoar, donc l'Aliyah des jeunes comme telle. Et donc nous avons pris le bateau, nous sommes arrivés en Israël et j'ai passé plusieurs semaines en Israël. Et ma décision
enfantine, mais de venir en Israël date de là. À 12 ans, on a appris ce qu'à l'époque en France on appelait l'histoire sainte. On y est. On est dans les lieux dont on a entendu parler à l'école. C'était ici David, ici Salomon, et ainsi de suite. Je suis arrivée avec 2 énormes valises. Il y avait 110 kilos, je me rappelle, où j'avais mis toute la vie que je pouvais emporter. C'était difficile de trier, de laisser. Et ça, c'était aussi un processus. Et je suis arrivée une nuit à 3 h du matin. J'ai débarqué à Tel Aviv. Le taxi m'a laissée devant une auberge de jeunesse où je savais que je pourrais dormir au moins la première nuit. Et voilà, j'ai hissé mes 110 kilos de bagages au 3e étage, au dortoir où il y avait une place. Et je me suis posée là. C'était mon premier chez moi en Israël. Et j'étais dans un espèce d'entre-deux, à la fois physique, à la fois mental. Je me souviens de sensations très physiques. Je me souviens que les premiers temps, j'avais froid. J'avais des sensations très physiques liées au changement, liées au... Voilà, c'est un grand bouleversement, l'Alia. C'est un grand bouleversement existentiel, physique avant tout. Voilà, et ça m'a accompagnée. Ces premières sensations m'ont accompagnée des mois durant. J'étais immigrant, il y avait un cadre, il y avait le lycée français de Jérusalem, j'étais à l'internat, il y avait le Noar Hatzioni, qui était l'organisation qui accueillait les mineurs en Israël, qui pourvoyait... donc moi, j'étais pris en charge, nourri, blanchi, logé, et avec la possibilité de suivre un cursus à l'école, en première, terminale. Et c'est des années formidables, c'est des années de découverte, de voyage, on fait du stop. C'est un peu hippie, Israël, à ce moment-là. Il y a un côté un peu brut, mais en même temps très idéaliste, très... donc on part avec des copains, on se balade dans le pays, on va dormir, ce qui est plus possible aujourd'hui, mais on dormait sur les plages à Tel Aviv, voilà. Et il y a un côté romantique, de découverte, d'aventure romantique que je vis à ce moment-là, en même temps que mes études au lycée français. Et cette première phase, quand vous partiez, vous êtes parti avec l'idée de rester ou c'était juste pour passer un an Non, j'allais à la découverte, donc je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, de mon point de vue, je venais découvrir. Il m'est arrivé quelque chose d'étonnant, parce que je le rapproche de la façon dans les psaumes dont on tombe amoureux du Shabbat. Le Shabbat devient la mariée. Il y a un rapport comme ça. Moi, je dois dire que, et c'est la raison pour laquelle je suis là encore aujourd'hui, je suis revenu, mais moi, je tombe en amour de ce pays. Déjà parce qu'il apporte des réponses à des mystères que je traîne depuis gamin, mais j'adore l'énergie de ce pays, j'adore me promener dans la nature, on va dans le désert, on va dans le nord, on va en Galilée, je vis quelque chose de quelque chose d'un petit peu, un peu bizarre, mais je tombe en amour de ce pays. J'étais bouleversée en fait. J'avais un flot comme ça, je riais et je pleurais souvent par intervalles dans la même phrase. Donc ça, c'était l'euphorie en fait. L'arrivée, c'était l'euphorie. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'interrogations. Mais j'étais tenue par quelque chose de... Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision, mais de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et moi qui étais beaucoup dans le contrôle à Paris, beaucoup dans la planification, l'organisation, il fallait que les choses rentrent dans des cases, que tout s'organise, que tout s'enchaîne. Je détestais en fait les zones d'ombre, je détestais pas savoir. Je détestais même à Paris être surprise par les choses qui ne tournaient pas comme je l'avais anticipé. En fait, curieusement, j'ai lâché à ce moment-là. Et je me suis laissée porter par les choses. Il y avait beaucoup de joie dans le regard de mes enfants. C'était l'été. Donc au début, ça avait une tête de grandes vacances en fait. On avait l'impression de venir passer 2 mois de grandes vacances. La première année, en tout cas en ce qui me concerne, encore une fois, parce que toutes les aliyas ne sont pas du tout identiques et similaires, pour moi la première année a été extrêmement difficile. Du fait de la langue, clairement.
Et puis il fallait travailler très vite, donc j'ai dû faire un ulpan professionnel, donc ça c'était sympa. Et puis ensuite j'ai enchaîné pour obtenir l'équivalence de médecin et de pédiatre. J'ai fait un stage dans des urgences pédiatriques et là ça a été très très difficile. Très difficile parce que tout d'un coup vous êtes parachuté dans un monde qui est complètement différent, parce que je dirais la difficulté principale, en tout cas quand on fait son alia à nos âges, on a quand même une certaine expérience en France, on n'arrive pas tout jeune, on arrive avec des enfants, on arrive avec une famille, donc il va falloir faire en sorte que tout le monde aille bien dans ce petit monde. Je crois que c'est aussi la chute du statut social. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors évidemment, quand on est arrivé, on voulait rester la personne sociale que nous étions en France. Donc on s'accrochait en fait à tous ces paramètres. Donc moi, j'appelle ça, on avait des espèces de couches sociales. C'est-à-dire que donc les couches, c'est des choses qui s'accumulent. C'est le résultat d'une accumulation. Et c'est aussi un capital. Et on vit sur ce capital. Donc par exemple, le fait d'avoir fait une classe préparatoire, le fait d'avoir intégré une grande école, le fait d'avoir travaillé pour des entreprises prestigieuses, le fait d'habiter un certain quartier à Paris, le fait voilà, de faire partie de tous ces espèces de clans, de communautés qui, en fait, dont la définition n'a de sens que pour la France. Et donc, quand on est arrivé, on était les mêmes qu'à Paris. Donc, si vous voulez, moi, j'étais à 2 doigts de donner ma carte de visite quand je rencontrais des gens pour dire « Regarde, il y a écrit que j'étais directrice, tu vois, ma carte, le carton, il est beau, il est brillant, il y a un vernis, il est solide, etc. » Et en fait, très vite, j'ai vu dans le regard de mes interlocuteurs qu'ils ne comprenaient rien, en fait. Quand je suis arrivé ici, ça pouvait être assez douloureux de ne pas être reconnu pour ce que l'on était ou ce que l'on pouvait apporter. Alors je vous raconte une anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé, il y avait le président Yitzhak Navon, faisait un discours dans le centre du judaïsme marocain à Jérusalem. C'était des amis de la famille qui avaient donné une pièce, il a fait un discours. Alors dans ce discours, il disait, vous savez, là je me situe comme marocain, je vais commencer par marocain. Vous savez, les Marocains en Israël ont cette réputation d'être des gens qui demandent, qui se plaignent beaucoup et qui disent « Magi Ali, cela me revient et j'ai été lésé ». Et puis Yitzhak Navon dit « Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait ». Et il a rapproché ça à l'histoire de Caïn et d'Abel. Et il dit Caïn, ce qui a engendré chez Caïn cette grande colère et cette terrible violence, c'est le fait que le sacrifice qu'il a apporté à Dieu n'a pas été accepté. Alors, il dit voilà, ce qui déclenche la colère, c'est quand vous venez avec quelque chose et ce quelque chose n'est pas reçu. Alors, ça m'a énormément touché parce que c'était mon expérience, mais à double titre, et j'étais le voir. J'ai dit, vous savez, moi j'ai vécu cela aussi bien en tant que venant du Maroc, c'est tout le monde des traditions marocaines, qu'en tant que francophone. En tout cas à l'époque. En tant que Marocain, voilà, le Marocain s'était réduit au thé à la menthe à peu près. L'apport culturel marocain c'était le thé à la menthe et l'apport culturel français c'était la baguette. C'était à peu près de cet ordre-là. Et donc c'était une blessure terrible de sentir, vous avez côtoyé des gens comme M. Lévinas, comme Georges Ancel, au niveau intellectuel, et puis enfin, et des traditions culinaires, mais un savoir-vivre extraordinaire, architectural, musical au Maroc, et tout cela est... Voilà. On ne vous attend pas. Vous êtes le bienvenu, mais Israël est un pays développé, il y a 20% de doctorats en Israël, 20% des personnes ont un doctorat. À Tel Aviv, ça doit être à peu près 40%. Et si vous allez dans le quartier de Ramat Aviv, c'est 80% de docteurs. Parce que c'est très... Voilà, ça, ces profs universitaires habitent tous à Ramat Aviv. On ne vous attend pas. Israël n'a pas besoin des Juifs du monde pour vivre. Par contre, vous êtes le bienvenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ostracisme et tout, mais il faut jouer le jeu.
Et il ne faut pas penser qu'on arrive au Moyen-Orient. On arrive en Israël, ça n'a rien à voir. Alors, on perd une classe sociale automatiquement. À cause de la langue déjà, je n'ai pas d'histoire. Personnellement, j'avais une histoire en France, professionnelle, etc. Ici, je n'ai pas d'histoire. Et donc tout ça, on le perd, mais il faut être conscient avant de partir que l'on le perd automatiquement et qu'il faut accepter de baisser d'une classe sociale au minimum. Déjà, on divise le salaire largement. Comment dirais-je? Si vous voulez garder votre représentation sociale, votre salaire lié à votre histoire professionnelle, non pas votre qualification, mais votre histoire professionnelle, l'ancienneté, etc., il ne faut pas faire de l'ALIA parce que vous recommencez quelque chose de nouveau. C'est le but du jeu d'ailleurs, ce qui est normal. Donc il faut redynamiser, il faut se remettre en énergie, ce qui n'est pas évident, mais c'est plutôt agréable en sachant que si vous jouez le jeu, les Israéliens ne vous mettent pas de bâton dans les roues. Les premières semaines, j'avais besoin... Déjà, il fallait que je trouve un endroit pour être, voilà, de façon un peu moins, disons, précaire que l'auberge de jeunesse. Il fallait que je trouve rapidement un lieu pour habiter. Donc, je me suis attachée à ça les premiers jours. C'était ça, trouver un toit. J'ai trouvé un endroit où je suis allée... J'arrive en Israël et je me souviens de ce choc. C'est de voir sur des bouches d'égout, écrit en hébreu, Yerushalayim, avec le lion sur les poubelles, vous avez les mêmes poubelles vertes, où d'un coup vous voyez le lion là qui manie de la mairie de Jérusalem, écrit en Yerushalayim. Je dis mais c'est pas possible. Il y a une organisation de kibbutz où on recrute des bénévoles qui veulent travailler volontairement comme bénévoles dans les kibbutz. Donc je me suis dit c'est vraiment ce qu'il me faut. Et je suis allée là-bas et donc voilà, on m'a dit qu'on cherchait des bénévoles dans un kibbutz dans le sud du pays, entre Be'er-Sheva et Hebron, dans cette région, Be'er-Sheva et Arad. Yerushalayim, c'est quelque chose sacré. Quand on voit la lettre écrit Yerushalayim, il faut l'embrasser. Je veux dire, on ne peut pas laisser comme ça. Comment on peut marcher sur ces... sur une poubelle, vous voyez. Alors, après, bien entendu, on se retrouve sur les boîtes de paquets de confiture, ou on voit aussi des lettres hébraïques. Mais ce côté, comment dire, cette confrontation, je dirais, entre d'un côté, ce qui est le côté le plus basique, disons, et le côté le plus sacré, était le sujet, dans un premier temps, d'un étonnement. Je sentais que j'étais là où je devais être exactement à ce moment-là. C'est-à-dire, il me fallait un endroit pour atterrir, pour digérer ce qui m'arrivait, qui était une chose, somme toute, dingue. Voilà, de l'extérieur, complètement irrationnel, même si je savais que ça obéissait à une logique évidente, mais il me fallait digérer tout ça, atterrir, me réchauffer. Et donc voilà, une petite chambre dans un kibbutz, le plus petit kibbutz du pays, je crois, vraiment tout petit kibbutz perdu dans le Negev. C'est ce qu'il me fallait pour atterrir. Couper des légumes, éplucher des concombres, faire des omelettes le matin, c'était voilà ce qu'il me fallait. Tout le monde te considère comme de ta famille, même s'ils ne te connaissent pas. Et donc, des fois, c'est énervant, parce que du coup, ils se mêlent de notre vie tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. Les gens n'ont absolument aucune retenue et viennent se mêler de nos affaires. Il y a une fois, j'étais au supermarché, et donc il y a de la viande à la coupe, du pastrama à la coupe, et moi, j'aime bien mon pastrama très fin. Donc j'ai demandé au vendeur dans le supermarché de me faire mon pastrama très très fin. Et il y a quelqu'un à côté de moi qui dit non, lui fais pas trop fin parce que sinon ça va pas être bon. Je dis, c'est mon pastrama. Et au début c'est vachement dérangeant ce fait que les gens tout le temps viennent s'introduire dans notre vie. Pour votre bien là en l'occurrence. Et c'est ça, le fait que c'est pour notre bien. On vous accueille, on vous reçoit, on vous invite. Moi je me souviens, on parlait de mon alia donc, vraiment la première année. Alors là on savait que je venais d'ailleurs, c'était clair, à peine si je pouvais dire quelques mots. Et très souvent, des gens que je connaissais depuis 10 minutes me disaient « Dis-moi, pour Rosh Hashanah, tu n'es pas seul au moins, tu viens à la maison, hein, tu vas être quelque part. Pour Hanouka, tu as allumé les bougies de Hanouka, tu as allumé avec d'autres, tu viens à la maison. » Vraiment. Et j'étais extrêmement invitée. Et Pessah, etc. Jusqu'à ce qu'on comprenne que j'ai aussi de la famille, aussi des amis, que voilà. Mais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que les gens
vraiment se considèrent comme une seule famille. Et c'est pareil, cette histoire de politesse. Au début, ça me dérangeait beaucoup. C'est vrai que les Israéliens ont absolument... Il y a un problème de politesse. Mais en fait, ça vient du fait qu'il n'y a pas de... Maintenant, quand je reviens en France, j'ai l'impression que cette politesse est un masque. C'est une couche de vernis qu'on met entre les gens et qui empêche la communication directe entre les gens. Et bon, le mauvais côté, c'est que c'est un petit peu brut comme ça. Mais d'un autre côté, les gens communiquent plus directement finalement. Eux, les Israéliens, ce qu'ils cherchent tout de suite quand ils vous parlent, parce qu'il y a quelque chose de très direct et de très essentiel, presque existentiel, c'est quoi ton être? Ils veulent accéder directement à cette porte-là. Et donc moi, mon être, c'est cette petite voix que j'ai écoutée un jour et qui m'a dit il y a quelque chose dans ce pays qui fait que là-bas, tu arrives vraiment à être toi-même. Et donc quand je leur parle de cette petite voix et que je leur dis qu'ici, je suis en communion avec les autres, qu'il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui est moins du mental et qui est plus du côté du cœur, et que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici, et que quand j'étais en France, j'étais dans une forme d'inconscient, d'inconfort par rapport à toutes ces couches que je m'étais mise moi-même, et qu'ici, quand j'ai tout enlevé, je suis à l'air libre et je suis dans mon élément naturel, et là, ça leur parle. Ici, on est concerné. Vous avez personne, lorsque vous êtes dans la peine, dans un stress dans la rue, personne ne détourne son regard, ou très peu détourne son regard. Vous avez tout de suite 2-3 personnes qui viennent vous voir, vous assister. Je ne dis pas que ça n'existe pas en France, il y a toujours des gens bien, mais ici c'est systématique. Vous n'avez, quelqu'un qui tombe à terre, quelqu'un qui est agressé dans un autobus ou comme ça, personne ne reste indifférent, ou la majorité ne reste pas indifférent. Donc il y a là quelque chose dans le vécu, dans la manière d'être, qui vient, à mon avis, de très loin, parce qu'on a les textes qui disent « ne reste pas insensible devant le sang de ton âme », etc. Mais ça, on ne l'étudie pas, là c'est vécu. Tout le monde dépasse tout le temps et on cherche le prétexte pour le faire. Ça m'est arrivé cette situation dans un stand d'information à la station de bus. Tout le monde pose des questions, il y a un mec qui me dépasse en me disant « mais moi j'ai juste une question, mais tu crois que moi je suis en train de faire là ?» C'était un bureau des questions. Un bureau d'un... Oui, voilà, un bureau des questions. C'est vrai que du coup en Israël il y a toujours faut être vigilant quand on est dans une queue en Israël un petit peu. Et alors comment on concilie ça encore une fois avec mon frère après vous Ah non, c'est pas après vous, c'est mon frère, je vais te dépasser parce que t'es mon frère et donc je vais te dépasser parce que je pense sérieusement que c'est plus urgent parce que j'ai un truc à faire après, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que j'aille je sais pas quoi, et donc tout le monde est persuadé. Et puis il y a aussi le fait que, même si les gens n'essayent pas de dépasser, il y a ce côté, en Israël, ils ne se mettent pas en ligne pour faire une queue, ils se souviennent qui est devant eux. Faire la queue en Israël, c'est un vrai sport. Et puis la politesse qu'on attend d'un simple kidam n'est pas du tout la même en Israël qu'en Europe. En Europe, je m'attends à ce qu'un homme s'écarte pour me laisser entrer quelque part. Ici, ça n'existe pas. Personne ne dit bonjour à l'autre dans l'ascenseur. Donc il y a beaucoup de choses un petit peu particulières qu'il faut apprendre. Mais c'est une surface. En fait, les Israéliens sont toujours prêts à vous aider. Un jour, je sortais de la caisse maladie parce que j'avais dû aller faire une prise de sang. Et donc, quand vous êtes au parc et qu'il y a une maman qui ouvre son paquet de gâteaux, qui est hyper généreuse, qui donne quelque chose à votre enfant, qui le fait descendre dans le toboggan, qui le voit pleurer et qui lui sèche ses larmes et qui lui dit comment ça va, etc. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner à la française avec le petit goûter pour mes petits-enfants, avec leur petit chagrin où tout est cantonné, c'est pas possible. Donc, ou alors, vous êtes vraiment... en gros, vos enfants vous le font sentir, quoi. Hey, maman, t'es pas sympa, elle est en train de... Ça fait 10 jours qu'elle nous nourrit tous les jours, vas-y. Donc en fait, il y a une forme de mimétisme. On fait comme les autres. Et c'est très naturel en Israël d'aider son prochain pour des choses comme ça. Les enfants eux-mêmes doivent consacrer 1 heure ou 2 chaque semaine à faire quelque chose de ce genre. Par exemple, faire les courses pour une personne âgée dans leur immeuble. Et c'est noté à l'école. Donc c'est une obligation. Ce qui a changé, c'est tout ce qui est collectif, le rapport au temps, par exemple.
Ici, on vit le temps juif naturellement, même si on n'est pas religieux. La semaine commence le dimanche matin, elle se termine d'une manière merveilleuse le vendredi dans l'approche de l'après-midi où on voit toutes les choses qui ralentissent, qui se calment, le calme s'installe dans Jérusalem, et il y a le Shabbat, même chose pour les fêtes. Donc sur le plan du temps collectif, c'est clairement un énorme changement. Il y a aussi le fait que naturellement je suis en harmonie avec la majorité du peuple sur le plan des représentations collectives. Le juif en galoute est toujours un petit peu décalé. Il a ces deux appartenances encore une fois, je vous disais, totalement français. Ma manière de penser, m'exprimer est vraiment profondément marquée par la France et par ses valeurs. Mais en même temps, il y avait une limite qui était la limite de la conscience de l'antisémitisme, de la conscience d'être pas de la confession majoritaire. Il y avait une différence qui ici n'existe pas. Ici, je suis totalement dans le courant du peuple. Je pense à cette phrase c'est la Shulamite, dans je ne sais plus quel est le prophète qui dit ça. Il lui demande « Est-ce qu'on peut te rendre service ?» à cette femme. Et elle dit « Mais je vis au sein de mon peuple. » Sous-entendu, ça suffit. Merci, non merci. J'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai jamais pensé, mais c'est très profond, que je suis Ariel Wormser ici. Ici, je suis une femme juive qui construit son pays. Une femme et on fait quelque chose de beaucoup plus grand que d'être professeur de médecine ou que d'être je ne sais pas quoi. On fait partie d'un tout. Je pense que l'individu, c'est comme ça que je le ressens, l'individu n'existe plus. Je m'en fous de moi. Je fais partie d'une histoire. Et je participe de cette histoire. Un peu comme un caillou qui est en fait indispensable parce que si vous enlevez ce caillou, il va y avoir un trou. Donc le caillou est indispensable, mais il n'est rien. On s'en fiche de ce qu'on est. On regarde ce qu'on fait et surtout ce qu'on fait en amenant maintenant ici, vous voyez, j'ai numéro 12 et numéro 13 de mes petits-enfants qui arrivent. Donc j'ai planté 13 arbres supplémentaires dans ce pays. Je me sens forte. Je n'ai pas besoin d'exister en tant que j'avais une clientèle en France magnifique. Vraiment, on parlait du docteur Wormser partout dans le 17e et dans le 8e arrondissement. J'étais quelqu'un de très connu. Je m'en fiche complètement. Parce que je suis indispensable même si je suis dans l'ombre. Je fais partie d'une histoire. Quelqu'un étudie de grandes études en France pour avoir une profession honorable. Quel est son but à travers cette profession? De gagner sa vie correctement pour pouvoir avoir une certaine subsistance au niveau familial, vivre dans l'Est. Il est en plus très intéressé par son sujet, ça lui apporte une certaine satisfaction personnelle. Si un ingénieur est aujourd'hui en Israël ingénieur, c'est bien sûr pour avoir aussi tous ses premiers points, mais ça prend une dimension totalement différente. La raison pour laquelle il est là pour essayer de développer tel ou tel système, c'est pour essayer d'apporter sa pierre au grand édifice national de l'État juif pour pouvoir développer l'industrie, développer l'économie, faire quelque chose qui dépasse sa responsabilité intime ou familiale pour pouvoir prendre une responsabilité à l'échelon collectif. Et chacun trouve sa façon de le faire. J'ai l'impression d'être dans un travail effectivement collectif, travailler pour le pays, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que quand je travaille, bon, je soigne des enfants ici comme je soignais là-bas, mais il y a un sentiment de soigner des enfants en Israël. Et où quand je m'investis dans l'association, c'est aussi pour donner au pays. Donc vraiment, j'ai cette vocation de don de soi au pays, comme mon fils ou mes fils vont aller à l'armée pour le pays. Donc, si ça répond à votre question, oui. On est beaucoup plus impliqué dans cet effort national. Et avec le sentiment que rien ne se serait construit sans chacune des personnes qui a fait ce mouvement-là, en tout cas à l'époque. J'essaye, en tout cas, de manière rationnelle, de passer le message à mes enfants qu'être israélien, c'est avoir une carte d'identité israélienne. Et après, des fois, il y a des choses qui sont... Il y a un gouvernement qui fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Et il faut adhérer aux bonnes choses et critiquer les mauvaises choses.
J'essaye un peu de contrebalancer, on va dire, les messages qu'ils reçoivent de l'extérieur. Qui sont donc ceux qui sont souvent très que vous nationalistes. disiez tout à l'heure. Voilà, mais d'un autre côté, disons, ça serait un peu contradictoire si j'acceptais pas leur décision et si j'acceptais pas leur volonté de changer, s'ils veulent changer. Disons, mon grand-fils n'a pas fait l'armée, mais si mon deuxième a priori non plus ne va pas faire l'armée, mais s'il choisit de faire l'armée, je peux pas l'en empêcher. Je voudrais pas l'en empêcher, puisque... Et finalement, vous n'êtes pas favorable à ce qu'il fasse l'armée? Non, parce que je pense qu'un enfant à 18 ans peut faire d'autres choses bien plus enrichissantes. Et surtout, je pense que ça détruit, entre guillemets, un peu une personne de participer à ce mouvement de la force. Donc, ce qu'on ne peut pas résoudre par la force, on peut résoudre par plus de force. Et la défense du pays? La défense du pays, d'abord, je pense que on a besoin de se défendre parce qu'on est en guerre, et on est en guerre parce qu'on se comporte d'une certaine manière. Donc je pense que l'équation est mal posée quand on dit on a besoin de défendre le pays. Non, on a besoin de défendre le pays si on veut faire un blocus à Gaza, si on veut garder une population de plusieurs millions de personnes sans statut clairement défini, avec des droits différents des nôtres, parce qu'ils ne sont pas juifs et ils sont arabes. Donc garder les territoires, ni les annexer, ni se retirer. Les annexer en donnant la nationalité israélienne aux habitants. Donc il y a des choix qui sont faits par le gouvernement qui ont pour conséquence d'être dans une situation de guerre. Donc je ne suis pas sûr que le fait d'être militaire, ça aiderait les choses, au contraire. Maintenant, je ne dis pas que si on arrêtait de faire ces choses-là, on serait en paix. Mais à ce moment-là, peut-être que j'envisagerais cette question de manière différente. Quand je suis arrivé en 73, c'était assez terrible. Mais une autre anecdote, une fois j'avais pris le train de ce long trajet de Haïfa à Jérusalem en train, ça prenait à peu près 4 heures, et le contrôleur du train qui vient me demander mon ticket, et puis, question habituelle à cette époque, et d'où tu viens? Et alors moi, évidemment, il fallait que j'affirme, je viens du Maroc. Du Maroc, parce que je sentais, même si moi personnellement je n'ai jamais été lésé, vraiment, mais je voyais ces gens qui avaient été parqués dans des villes de développement, j'avais une grande solidarité, une grande empathie pour eux, même si moi je n'ai pas subi ça. Alors je disais, je viens du Maroc, et le contrôleur me répond en hébreu, il me dit « Kol hakavod atan nira kmo Amerikai ». Ça veut dire chapeau, tu as l'air d'un Américain. Je dis bon. Je dirais que c'est une culture différente et relativement dure par rapport à ce que eux-mêmes peuvent vivre au quotidien depuis 70 ans. Donc ça leur a forgé, je pense, un caractère. Et puis il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus finalement, qui ont construit le pays, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont venus. En fait, c'est toute la diaspora qui est venue et qui est venue avec sa richesse et sa culture. Et ça a formé un peu. Donc c'est plusieurs mentalités en fait. Donc il faut s'adapter à plusieurs mentalités qui forment la mentalité israélienne. J'ai quelqu'un qui m'a rapporté une étude qui a été faite sur les écoles israéliennes et les écoles de Corée du Sud à propos ils ont pris des élèves dans une des meilleures écoles d'Israël et une meilleure école là-bas et ils leur ont donné un test de mathématiques à 3 niveaux au-dessus. Ils ne pouvaient pas le faire, qui était totalement... Ils ont pris les meilleurs élèves et ils ont fait les 2 plancher sur ces choses-là en leur donnant les données. Ils pouvaient le faire au niveau technique, mais ils n'avaient pas du tout appris ça. En Corée du Sud, ils ont tous eu 100%, une note sur 100. Ici, au test, ils ont tous réussi comme ça. En Israël, ils ont eu 70% de résultats positifs. Mais la chose intéressante n'est pas celle-là. Les 100% de Corée du Sud ont tous résolu le problème de la même façon. Les 70% réussis en Israël, ils étaient une 50 dans la classe, ont trouvé 18 méthodes différentes d'arriver à leurs 70%. C'est totalement juif cette manière de voir les choses. Nous sommes en 47-48, et puis il y a un juif de Pologne, rescapé de la guerre, qui va rejoindre son frère à Londres. Alors il arrive de Pologne avec toute la panoplie.
Son frère l'accueille, il est éberlué, il dit bon attends, ça va pas. Bon, lui, il va l'envoyer chez son coiffeur, chez son tailleur, etc. Et puis il rentre chez lui, il trouve son frère habillé en gentleman britannique, comme ça, avec le Times, mais qui tire une tête longue comme ça. Alors il dit quoi, tu n'es pas heureux d'être ici? Il dit si, mais quel dommage que nous ayons perdu les Indes. Voilà, ça c'est l'identité juive d'exil. Et alors, l'identité israélienne est une identité qui se cherche. Ici, on est dans une Tel Aviv centre, c'est ce qu'on appelle Chiloni, c'est-à-dire laïque, laïque, laïque. En fait, c'est pas laïque du tout. C'est laïque que de croyances religieuses, que liées à Dieu, à croire que Dieu existe ou pas. Parce qu'il y a deux choses qui m'ont interpellé et qui fait partie de cette complétude. À Shabbat, dans ma rue, si vous avez une voiture toutes les 10 minutes, c'est le maximum. Dans un quartier laïque ou la ville qui ne s'arrête jamais. Et puis il y a une deuxième chose, on a été invité par les voisins, en signe d'intégration entre guillemets, à Hanouka pour allumer une des bougies de Hanouka. Alors je prends ma kippa dans la poche parce que voilà, on va faire la prière. Et là, tous les voisins sont là et personne n'a de kippa. Parce que tout le monde est laïque entre guillemets. Sauf que tout le monde connaît la prière par cœur. Sans avoir besoin de lire et tout, ils la connaissent par cœur. Moi, j'avais la kippa dans ma poche, que je n'ai pas mise, mais je ne connais pas la prière par cœur. Si je n'ai pas le bouquin, je n'y arrive pas. Et donc, ils sont officiellement laïques, ne croient pas en Dieu, donc ne mettent pas de kippa, mais toute la culture juive, toute la culture religieuse, ils l'ont complètement. Je me suis rendu compte qu'en Israël, c'est aussi une raison pour laquelle je voulais, mais j'ai confirmé ce que je pensais, qui est qu'en Israël, je peux vivre mon judaïsme de façon plus naturelle. C'est-à-dire, si en France, être juif, c'est un effort, il faut se souvenir tous les jours. En Israël, c'est l'option par défaut. Et ça fait que... Ça veut dire l'option par défaut? Bah, les vacances, c'est pas Noël, c'est Hanouka. Quand il se passe des choses sur les fêtes, tout le monde le fait. Quand il y a des fêtes, on les fait au travail. Quand il y a des événements culturels, la langue, c'est l'hébreu. C'est-à-dire, quand on parle de la Bible, bah, tout le monde comprend ce qui a marqué, parce que c'est pas comme en France où quand on va à la synagogue, il se passe des choses qu'on ne comprend pas parce que c'est dans une langue étrangère. Je peux, avec les gens avec lesquels je travaille, célébrer les fêtes. Pour chaque fête, il y a une petite cérémonie où on boit un petit peu de vin pour célébrer la fête, ou pour Purim on se déguise, et pour Hanouka on allume les bougies ensemble au travail. Enfin, Alors vous me dites tout ça, et puis vous m'avez dit, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous me parlez de la... Ok. Il y a une culture juive, je pense. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder la raison des pratiques religieuses et rester concentré sur l'essence et pas sur la pratique. C'est-à-dire, pour moi, Shabbat, c'est une option formidable de dire une fois par semaine, on se repose. Ça a du sens. Ça a moins de sens pour moi, toute la pratique qui vient derrière, qui est pour moi plus contraignante qu'autre chose, mais aujourd'hui, par exemple, à moins qu'il y ait des grosses crises, j'ai mes mails évidemment sur mon téléphone, j'ouvre pas mes mails pendant Shabbat. Du début du Shabbat à la fin de Shabbat, je regarde pas mes mails. Ce qui est pour moi une façon de me déconnecter. Et pour moi, c'est la vraie signification de Shabbat, c'est de ne pas travailler et d'être avec ma famille, d'être présent avec ma famille parce que je ne suis pas à moitié présent, parce que je suis sur mon téléphone. C'est pas un nouveau judaïsme, c'est un nouveau peuple qui est en train de se constituer. Et il ne va pas ressembler au peuple hébreu de l'Antiquité, il est le peuple hébreu de la modernité, d'aujourd'hui. Et donc on ne va pas singer l'Antiquité, on est, parce que là je pense que j'en fais partie, on est en train de créer autre chose. Et les religieux ultra-religieux, orthodoxes, eux sont restés au 19e siècle, au 18e siècle plutôt. Et donc ils empêchent d'évoluer, cette création du peuple hébreu. Parce qu'ils sont restés religieux de la galoute, à mon avis ils sont restés religieux de la diaspora. Même s'ils sont à Jérusalem, même s'ils sont là depuis longtemps, ils sont restés dans des rites européens. Mes voisins qui sont laïcs, entre guillemets, même s'ils connaissent très bien les prières, ils connaissent très bien la religion juive, sont partie prenante de la création d'un peuple hébreu moderne,
que ces religieux ultra-orthodoxes empêchent, entre guillemets. Et donc du coup, je pense que la pression, elle est là. C'est qu'il y a une création d'un côté d'une modernité juive et qui rencontre comme empêchement les marquages de la galoute du 19e siècle de Pologne. C'est à peu près ça, je pense que c'est ça le problème. Il y a une véritable renaissance, il y a une véritable vitalité nouvelle qui se fait au niveau de cette nation-là. Et une vitalité, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Je pense que forcément, pendant l'exil, il y avait quelque chose qui était comme un peu une solution chimique où les éléments ne sont pas en présence. D'accord ? C'est-à-dire que le simple fait que à nouveau, les éléments sont en présence, le peuple juif vit ensemble. Même les sages, imaginez-vous un peu au XIIe siècle, il y avait des lettres qui partaient des sages d'Égypte vers les sages de la vallée du Rhin, etc. Il y avait des espèces de mini-contacts qui se faisaient au niveau des Baté Midrash. Imaginez-vous maintenant la différence entre un peuple qui vit ensemble, où les sommités intellectuelles se confrontent, sont en dialogue. J'ai une espèce d'impression comme dans une solution chimique où les éléments sont en présence, donc forcément la sauce peut prendre. Aujourd'hui, on se glorifie d'être une start-up nation, et je pense que c'est bien qu'on soit une start-up nation, je ne suis pas contre, mais je pense que lorsque le peuple de la Bible revient après 2000 ans d'histoire, après 2000 ans d'exil, et revient de manière complètement miraculeuse et à nouveau recréer une société, je pense que le monde, que c'est légitime de la part du monde d'être en attente qu'on ait quelque chose d'autre à vendre que des tomates cerises. Ce rayonnement universel qui passe par le spécifique, tellement spécifique, c'est-à-dire un lieu très particulier alors c'est aussi un paradoxe. C'est aussi un paradoxe parce que la visée est certainement une visée universelle, mais ça se passe par quelque chose de très spécifique. Comme dirait Paul, là on est entouré de murailles. Eh ben voilà, des murailles vous en voyez un peu partout là. Lorsque nous revenons en Eretz Israël et que commence à se reconstituer en Eretz Israël l'identité hébraïque nationale en tant que telle, pas en souvenir de, pas secondarisé, pas par façon de parler, le peuple d'Israël, mais concrètement. Alors, cette dimension, cette figure de l'identité hébraïque qui se reconstitue et qui, elle, était la dimension universaliste de l'identité d'Israël. Manito avait une très belle phrase à cet égard. Et il disait « Le particularisme d'Israël, c'est d'être universaliste ». L'hébreu serait, dans le particularisme d'Abraham, juif, la possibilité d'énoncer quelque chose d'universel. Et là où est le paradoxe, c'est que le deuxième sens de Abraham Ivri, tel qu'il est présenté par les Chachamim, c'est de dire Abraham Ivri, c'est celui qui est Me'ever Anahar. Me'ever Anahar, c'est celui qui vient de l'autre côté du fleuve. Abraham étant venu d'au-delà du fleuve, il a traversé l'Euphrate pour arriver en Israël. Et les Chachamim continuent sur cette idée en disant oui, Abraham Ivri, l'hébreu, c'est celui qui est d'un côté et toutes les nations sont de l'autre côté. C'est celui qui en fait se distingue des nations, est totalement en désaccord, en divorce avec l'humanité. Ah, c'est très intéressant. L'hébreu, d'une part, c'est celui qui porte le message audible par toutes les nations, mais l'hébreu, c'est aussi celui qui est totalement, séparé. Il y a un fleuve qui le sépare des nations. Alors, c'est dans le particularisme ou dans le côté universel. Et ce paradoxe-là, à mon avis, est au centre de l'aspect du juif qui redevient hébreu. בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים לא פחדנו סתם לחיות, בלי המינוס הצרות בלי לתלות את התקוות כמו כביסה על חבלים כמו איזה שני משוגעים
בחוף, שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף, רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים בחוף, שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לקטוף, רציתי רק לקטוף אותך, רציתי לקטוף כמו איזה שני משוגעים. Au moment où l'État d'Israël a été proclamé, nous sommes rentrés peut-être bien avant dans l'époque des temps messianiques. Les gens ont une vision totalement apocalyptique des temps messianiques, où tout d'un coup il va y avoir des choses, des bouleversements de l'ordre de la nature, de l'ordre des choses. Or, la position du Rambam, et on ne peut pas être plus, Maïmonide, nous dit que la différence entre les temps messianiques et le monde qui précède les temps messianiques, c'est justement Shi'boud Galouyot, c'est-à-dire l'asservissement aux nations. Le peuple juif reprend son indépendance vis-à-vis des nations. Là, c'est vraiment tellement à la française, quoi. Voilà, cette place, ce lieu a été construit en 1881. Tout a été très vite, et voilà la synagogue. Et c'est ici que Herzl a rencontré le Kaiser. Vous connaissez la photo où on voit le Kaiser sur un cheval et Herzl, c'est là. C'est là parce qu'en fait, c'était le seul point vivant. Donc tout le monde passait par ici, et Herzl aussi. À côté de la ville de Jérusalem qui existait, de Yafo qui existait, Tel Aviv n'existait pas. Tel Aviv a moins de 100 ans. Charles Netter était vice-président de l'Alliance. Et quand il est venu pour voir qu'est-ce que l'Alliance pouvait faire pour la population juive qui vivait ici, il a pensé qu'il fallait créer une école, mais une école agricole. Parce que le grand principe de l'Alliance, c'est l'autonomie, justement, aussi, et l'émancipation. Donc, il s'est dit, il faut qu'ils vivent et qu'ils produisent ce qui leur permettra de vivre. En France, on était agriculteurs de père en fils. Voilà. Et donc lui a dit, non, mais là-bas, personne ne sait travailler la terre. En plus, c'était une terre aride, difficile, pas évidente du tout. Mais il faut essayer de faire ça. Et il a obtenu cette autorisation. Il a acheté un lopin de terre. Et au fur et à mesure, la réponse existait. Le besoin a trouvé aussi sa réponse ici. Et là, ont été accueillis beaucoup d'enfants. Et avec la première alia, bien sûr, encore plus, toute une population. Les gens étaient accueillis, éduqués, apprenaient à travailler la terre. Et ce sont les élèves de Mikvé qui ont créé les premiers kibbutzim. Les arbres sont extraordinaires. Regardez cet arbre. C'est immense. 1870. Cette période-là, quoi. Tout a été... Ah oui, c'était vraiment... Il n'y avait rien. Ah oui, tout a été planté à ce moment-là. Alors c'est quoi cet arbre-là, en fait? Ça, je ne saurais pas dire, mais je pense que c'est un ficus. Mais je vais vous montrer un ficus encore plus extraordinaire. C'est un ficus du Bengale qu'on va voir et qui est devenu l'emblème de Mikvé. Alors la règle voudrait que je vous demande combien il y a d'arbres ici. Il n'y en a qu'un, je vous l'ai dit. Et en fait, la spécificité de cet arbre, c'est qu'en fait les branches font racines. Et c'est pour ça que Mikvé a choisi cet emblème-là. Parce qu'en revenant ici, les branches, elles font leurs racines ici. Voilà, on le voit très bien ici. Là, effectivement, le symbole est fort. Ah oui, voilà. Ça, vous voyez, c'est une racine. C'est une branche, pardon, qui a fait racine. Les branches sont attirées pour émonter et descendre, s'installer dans le sol. Et alors après, est-ce qu'elles refont des arbres à partir de là, oui? Après, elles se développent. L'arbre s'étend. Voilà, là, on pourrait penser que c'est un seul arbre, mais en fait non, c'est une racine. C'est une branche. Oui, c'est une branche. Voilà, on le voit très bien ici. Là, d'un nœud de la branche, hop. Et ça continue ici. Regardez, tout ça, c'est une branche. Enfant, j'avais découvert quelque chose d'absolument extraordinaire et qui, là, moi, je crois, a été ma colonne vertébrale. Alors que, enfant, j'allais au Talmud Torah et qu'on m'apprenait à bien faire le Shabbat, et à bien manger kasher, et à bien savoir prier, etc., un des enseignants que j'ai eu nous a raconté qu'en fait, pour faire venir le Mashiach, pour l'encourager à venir, il fallait créer de la justice sociale. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais qu'il fallait bien faire le Shabbat, ou bien manger kasher, ou bien donner la tzedaka. Bon, mais comme quelque chose
qu'il faut faire, comme une obole, etc. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est ouvert devant moi tout un monde. Oui, pour réaliser le projet de la société idéale, etc., il faut qu'il y ait de la justice sociale. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit riche. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit gagner la même chose. Mais ça veut dire que celui qui a besoin trouve sa réponse. Celui qui n'a pas va avoir. Parce qu'on partage. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça votre idée C'est de l'ère ça. messianique. Ah oui, ça commence avec ça. Après, il y aura tout le reste. Parce que j'ai aussi appris d'autres belles choses. Il y aura des gâteaux dans les arbres. C'est-à-dire, il y aura un arbre à Baba Oram. C'est formidable. مع تغييرات رح ترضي ذوقك على الأكيد. الكوشر. J'adore. Alimenta. סוגרים הכל בצ'יק, כי אירוע זה לא תיק, לויה אירועי בוטיק. המלך חסן 5 ליד בילו סנטר. לפרטים 054-26-222-87. שלום, ואיתנו על הקו פנינה. רציתי לשתף בפטנט שלי לשמירה על הצ'קים הדחויים. לוקחים קופסה אטומה למים, חוליה, אתר משרדי וגם... פנינה. Donc, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et tout le monde, voilà, et tout le monde n'est pas fait pour. Et puis surtout, chacun a son momentum en fait. Il y a un moment où on peut plus on peut pas faire autrement.